prisme des archives, de l'historien, je dirais que le changement climatique est finalement une succession de changements climatiques. Nul doute que l'actuel est particulièrement sévère, ça paraît évident, les chiffres qui sont publiés dans des revues internationales scientifiques sembleraient le démontrer, il y a quand même un relatif consensus au sein de la communauté scientifique. Pour autant, je ne pense pas que jouer essentiellement sur des projections quand même qui peuvent terrifier l'opinion publique, lui faire très très peur, soit véritablement le meilleur moyen de faire prendre conscience aux gens de la gravité de la situation. Premièrement parce que l'expérience historique démontre que les sociétés ont connu des situations similaires. De même intensité, je n'en sais strictement rien. Mais on peut quand même considérer que, vu les moyens techniques, intellectuels, matériels de l'époque, ça devait bien correspondre quand même à ce que vivent aujourd'hui nos sociétés modernes qui compensent quand même la gravité du climat par leur logistique et tout leur progrès scientifique. Donc on devait quand même connaître très régulièrement des situations assez similaires. Les traces dans nos archives sont multiples de ces confrontations entre d'une part des sociétés qui peuvent être rurales et urbaines et d'autre part le climat. Alors on saisit en tant qu'historien, je me positionne en tant qu'historien avant toute chose, on saisit moins bien les fluctuations longues sur 50 ans ou un siècle. On peut observer des observations très très ponctuelles. Par exemple à Paris, on refuse certaines épaisseurs d'ardoise pour les bâtiments publics au motif, on est en plein petit âge glaciaire, 16e, 17e siècle, au motif que ces ardoises ne pourront pas supporter le poids de la neige. De là, on déduit la fluctuation de manière exacte entre, par exemple, 1550 et 1650, c'est une autre affaire. En revanche, pour les événements extrêmes, donc tout ce qui dépasse de la normale, ces événements extrêmes, eux, laissent énormément d'empreintes dans les archives parce qu'elles ont un effet quasi immédiat sur les conditions de vie des populations. En fait, nos sociétés, jusqu'aux années 1850, vivent dans un état d'équilibre socio-économique extrêmement précaire. Un événement extrême, comme une inondation, une sécheresse, a très rapidement, quand je dis très rapidement, en 24 heures, 48 heures, un impact sur les approvisionnements. Parce que tous les approvisionnements très volumineux, en blé, en bois, on se situe globalement pendant la période de ce petit âge glaciaire, donc avec des hivers très rigoureux, des étés plutôt frais, humides et ainsi de suite, eh bien, on ne pourra plus acheminer ça au centre-ville. Immédiatement, on va s'enclencher un processus, de spéculation sur les marchés. Les prix augmentent très très fortement, et c'est à ce moment-là que les élus interviennent déjà. Alors, ce qu'on appelait les échevins, mais qui seraient aujourd'hui nos actuels maires, conseillers municipaux, et ces individus se rassemblent, discutent du problème climatique ou météorologique si c'est un événement extrême, le décrivent. Alors, quand je dis le décrivent, ils le décrivent topographiquement, on sait au plus juste jusqu'où est arrivée l'inondation, quels bâtiments ont été touchés, quels individus, si éventuellement il y a eu des pertes matérielles, des pertes humaines, etc. Et puis enfin, ils préconisent des mesures. Comment réagir, comment doit-on s'adapter. Le terme n'est absolument pas anachronique là, c'est-à-dire que la société, en un temps record, est capable de chercher des stratégies. Elles sont multiples. La première version est très classique. Elle est religieuse si on se situe en Europe. Elle va consister à faire appel à l'aide de Dieu. Partant du principe que l'événement climatique néfaste est une punition de Dieu, ce qu'on appelle la colère de Dieu ou l'ire divine. Donc on va, chez les catholiques, ordonner des processions. Soit pro pluvia, pour la pluie en cas de sécheresse, ou au contraire, pro serenitate, pour la sérénité du temps en cas de forte précipitation, de neige, etc. Et deuxième volet, beaucoup plus pragmatique, mais qu'on mène de front avec ces procédures religieuses en quelque sorte, on va avoir, à titre préventif, on voit que l'eau de la Seine, si on est à Paris, augmente, on évacue les quartiers adjacents des ponts. Parce que les ponts, à cette époque, et jusqu'au milieu du XIXe siècle, pour des raisons techniques, n'ont pas d'arches suffisantes, enfin suffisamment de portée au niveau des arches, et par conséquent, pendant ces hivers, souvent on a formation de glace. Et quand les cours d'eau fondent, cette glace bouche les arches des ponts et provoque des inondations. Et parfois détruit les ponts. C'était très fréquent dans la plupart des villes européennes, notamment à Paris, sur la Tamise, avec des pertes d'individus, puisque ces gens, comme aujourd'hui en Italie sur le Ponte Vecchio, les gens vivaient sur les ponts. Autre mesure plus simple, ça va être le rationnement.
le rationnement de l'eau en période de sécheresse. On a eu une phase très sèche, assez aride en Europe au début du XVIIIe siècle. Et là, on voit se mettre en place, là encore, à l'initiative des autorités municipales, des autorités royales, des mesures précises. On interdit d'aller puiser l'eau à certains endroits, là où les niveaux sont les plus bas parce qu'il y a un risque d'épidémie. On commence à rechercher d'autres sources pour alimenter certains quartiers de la ville ou certains secteurs de la campagne, etc. Donc, on a vraiment beaucoup d'exemples, à la fois de perception du risque climatique et dans le même temps de refus de la fatalité climatique et de tentatives pour s'adapter, tentatives qui, bon an mal an, fonctionnaient relativement bien. On utilise une autre source sociale ou signature sociale, ce sont les registres paroissiaux. Les prêtres, les pasteurs protestants consignaient le nom des décès, des morts, etc. Et on peut comme ça, quand on a nos événements, les recouper avec ces registres paroissiaux, registres démographiques, et voir si, oui ou non, on a eu, par exemple, un pic de mortalité lié à un coup de froid ou au contraire un coup de chaud. Et on constate que finalement, on n'a pas véritablement d'emballement au moment de l'événement météorologique. Si pic de mortalité il y a, c'est plutôt après, parce qu'on va avoir un développement des épidémies. Une forme de contagion, ça peut être la peste jusqu'au XVIIe siècle. Par la suite, on va avoir du typhus, choléra, début XIXe siècle. Dans le cas d'un historien, on travaille sur un pas de temps qui est compris grosso modo entre le début du Moyen-Âge et le début du XXe siècle. Et en fonction des fluctuations, on a systématiquement des preuves archivistiques, iconographiques qui nous montrent que ces sociétés tentaient de faire face. Alors, est-ce qu'il faut en déduire qu'ils affrontaient déjà des crises climatiques comparables à notre actuel changement climatique et que ces crises étaient plus importantes que les nôtres? La réponse est très difficile à donner pour un historien, tout simplement parce que nous ne disposons pas de données chiffrées avant le XVIIIe siècle. En revanche, on mesure la sévérité, l'intensité de ces événements en fonction de la démographie, le nombre de décès, en fonction aussi des territoires qui avaient été touchés, par exemple dans le cas des submersions. Et de manière très surprenante, surtout quand on travaille sur les extrêmes, ce qu'on appellerait aujourd'hui plus simplement les catastrophes naturelles, ce qui touche les gens, eh bien, nous historiens n'observons pas de tendance claire, c'est-à-dire une tendance à l'augmentation et une accélération à partir des années 60. Alors est-ce qu'aujourd'hui le changement climatique est plus dramatique, plus important, etc. qu'hier? Je dirais, je n'en sais rien en termes de température. Les climatologues semblent le démontrer. Je ne peux pas trancher en tant qu'historien, je n'ai pas d'expertise suffisante. Ce que je peux dire néanmoins, c'est qu'à coup sûr, oui, ce changement climatique aura un impact plus fort que les impacts précédents, même si ces impacts historiques avaient pu être égaux en intensité, tout simplement parce que nos sociétés contemporaines, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50, sont beaucoup plus vulnérables qu'avant. Un exemple parmi d'autres, je travaille donc sur les risques littoraux. Avant 1950, on n'a pas d'habitation sur ce qu'on appelle le trait côtier, à proximité des plages. Les habitations sont systématiquement fixées à 1 km, voire 2 km. Ça signifie que pour un même événement extrême, érosion dont on parlait encore l'an dernier à la suite des tempêtes hivernales de 2013, ou à la suite d'une submersion, certes, du terrain disparaissait, certes, du terrain pouvait être inondé, mais il ne détruisait que des terres. Il ne prenait pas de vie, il ne détruisait pas non plus d'habitation, ou très peu. Alors cette vulnérabilité dans les pays du Sud peut être liée effectivement, peut-être liée à une démographie galopante et surtout un processus que les géographes qualifient de littorisation, c'est-à-dire que les gens se massent sur les littoraux pour des raisons économiques, ce sont des ports, des ouvertures sur d'autres marchés. Donc on a une concentration de population qui est d'autant plus importante qu'effectivement la natalité augmente. Dans le cas des pays occidentaux, des pays riches, je dirais que c'est moins évident. Ce n'est pas la démographie qui nous porte depuis 30 ans. Nos taux démographiques ont plutôt tendance à diminuer. En revanche, oui, comme les pays du Sud, les pays plus pauvres, on a tendance à se masser sur les continents et surtout, en se massant,
on installe de plus en plus d'enjeux. Par enjeu, il faut entendre des usines, des entreprises, des ponts, etc. Et tout cela contribue à chaque événement climatique extrême à provoquer des dégâts très importants et par conséquent à élever les factures de ces catastrophes naturelles. L'historien ne peut pas dire que dans 50 ans, à partir de sa propre expérience, les températures vont baisser, vont augmenter, etc. En revanche, il peut aider à comprendre comment mieux aménager nos territoires. Il a des solutions pratiquement clés en main, qui ont été développées il y a 1 siècle, 5 siècles, par des sociétés qui étaient justement confrontées déjà à ce type de problème, météorologique puis climatique, si on inscrit ça dans la durée. Et ces méthodes-là seraient, me semble-t-il, très très efficientes. Après, il reste à savoir si nos sociétés, si nos responsables politiques sont prêts à accepter ces choix anciens. C'est par exemple... Un exemple tout simple, rappelez-vous l'an dernier les inondations en Bretagne, on ne comprenait pas pourquoi les villes bretonnes étaient inondées quasiment tous les 3 jours. C'était lié en partie aussi, certes il pleuvait beaucoup, on pouvait considérer que c'était un effet d'un changement climatique ou d'un extrême climatique, mais dans le même temps, on s'est très très peu interrogé sur la situation en amont de ces villes côtières, à savoir l'état des paysages. Dans le cas de la Bretagne, on pourrait y rajouter la Normandie, c'est toute l'histoire, en tout cas, du bocage. C'était un système donc, qui avait été créé au XVIe, XVIIe siècle, pendant le petit âge glaciaire. Donc on peut considérer, mais on n'en a pas la preuve formelle, mais on peut considérer qu'à l'époque, confrontés à de plus fortes précipitations, un climat plus rigoureux, les locaux bretons normands ont su inventer un nouveau paysage qui était composé jusqu'aux années 1950, 1960 approximativement, de haies qui étaient multiples, donc c'était un petit écosystème en soi avec des essences d'arbres différentes, donc ça favorisait la naturalité, la faune, les oiseaux se multipliaient. La haie était plantée sur un fossé et qui était longé par un talus qui était lui-même longé par un fossé. Donc l'intérêt, c'est qu'en cas d'inondation, l'eau restait emprisonnée dans chaque portion du territoire. Elle finissait par s'écouler, mais elle s'écoulait de manière très 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 étalée, sans ces phénomènes qu'on voit depuis maintenant une décennie, d'arrivée d'eau massive, complètement incontrôlable, et puis qui provoquent des glissements de terrain, des destructions massives d'habitats, d'infrastructures, et ainsi de suite. Donc oui, on a tout intérêt, je pense, à piocher. Après, reste à savoir si on serait prêt à réinvestir dans la reconstruction de ces paysages anciens. C'est un coût, ça va à l'encontre aussi de plusieurs décennies de politique agricole, par exemple. Comment dirais-je, d'orientation donnée aux agriculteurs qui imaginent mal aujourd'hui, surtout des jeunes agriculteurs, reconstituer un paysage ancien, puisque quand ils ont pris souvent la tête de l'exploitation, on leur a expliqué que le paysage ancien était mauvais et ne leur permettait plus de faire fonctionner normalement l'exploitation. Donc ça passe vraiment par un gros travail de pédagogie et une volonté très forte de la puissance publique. Et là, quand je dis très forte, je rajouterais même durable. L'historien est en mesure d'exposer, de présenter des modèles d'adaptation. Le terme est très à la mode aujourd'hui, aussi bien chez les décideurs politiques que chez les climatologues. Autrefois, on ne parlait pas d'adaptation, mais de fait, les gens s'adaptaient. Alors, l'histoire peut apporter des expériences, indiscutablement. Expériences pour les littoraux, en montrant par exemple que sur les littoraux, la première zone au contact de la mer était généralement une zone d'expansion des crues, si les inondations étaient provoquées en amont, ou au contraire, jouait le rôle d'éponge, c'est ce qu'on appelle les milieux humides, en cas de vagues trop fortes, de forts coefficients de marée, etc. Mais ces milieux n'étaient pas perdus pour autant. C'était des zones, par exemple, d'élevage extensif. Aujourd'hui, ils pourraient parfaitement être convertis en zones naturelles à fort attrait touristique. C'est ce que font les Hollandais aujourd'hui. Ils renoncent à l'endiguement massif. C'est vrai qu'ils avaient survécu une catastrophe en 1953. Ils ont dit on va défier la mer et on va fermer le pays avec une espèce de ligne Maginot, une fortification permanente. Et aujourd'hui, ils commencent à mesurer les effets pervers, donc une dégradation de la naturalité, des phénomènes de pollution de plus en plus importants. Et ils décident
de faire des brèches et d'accepter l'invasion de la mer, des eaux, très régulièrement sur des terres. En contrepartie, ils accompagnent ça par le développement d'un tourisme naturaliste et cela fonctionne visiblement, mais sur le plan financier, extrêmement bien et visiblement, ça ne suscite pas d'opposition de la part des populations locales. Alors, certaines études imputent directement aujourd'hui ce changement climatique à l'émission massive de gaz à effet de serre, aux modifications de la circulation atmosphérique. Bon, en tant qu'historien, il nous est bien difficile de répondre catégoriquement, mais c'est vrai que ça paraît quand même très très difficile, ne serait-ce que par rapport aux sources dont nous disposons, c'est-à-dire pratiquement rien au-delà des années 1950, 1960, d'être catégorique. De facto, on n'a aucune donnée objective pour reconstruire une courbe. Éventuellement, l'historien peut reconstruire une courbe de température, par exemple à Paris, depuis 1650, parce qu'on a des données. On va recalibrer l'instrument, etc. On a donc bien des chiffres qui ont été posés sur un bout de papier à un moment ou à un autre. Tel n'est pas le cas, par exemple, de ces émissions. À nuancer néanmoins ce que je peux dire, dans la mesure où les glaciologues, eux, effectivement, ont des preuves plus tangibles quand ils étudient par exemple les glaces. Actuellement, il y a un projet de l'Agence nationale de la recherche qui est consacré à l'histoire climatique du Groenland. Et il semblerait donc que les bulles qui aient pu être trouvées, etc., permettent d'obtenir une résolution très très fine sur l'évolution de ces émissions de gaz. Donc là, ça paraît être quand même une preuve plus tangible. Reste à savoir si la méthode et les résultats, puisqu'ils sont faits quand même à une échelle spatiale très réduite, à l'échelle du Groenland, peuvent être généralisés au niveau, par exemple, de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. Parce que beaucoup de séries reconstruites sont en fait des séries composites. Des bouts de série pour des périodes relativement courtes qu'on additionne et en plus, à l'issue, on produit ce qu'on appelle des moyennes. Mais ces moyennes sont régionales et quand je dis régionales, souvent des espaces régionaux très très vastes. Or, l'historien vous dira, mais à 50 km de distance, la variabilité climatique au cours des 5 derniers siècles était très très importante. Une sécheresse pouvait toucher une communauté, alors que 50 km plus loin, on ne parlait même pas de sécheresse, à peine de rationnement dans l'accès à l'eau, et c'était à peu près tout. Donc il faut faire très très attention à cette notion de variabilité temporelle et de variabilité géographique. Ce n'est pas parce que ça se produit à un endroit qu'on peut systématiquement généraliser à un espace plus étendu. Les mesures préconisées ne peuvent qu'apporter bonnes choses à la planète. Je veux dire, réduire nos émissions de gaz à effet de serre en remaniant les territoires, etc. Si on le fait véritablement, c'est un avenir. Il y a un avenir plutôt radieux qu'on offre à nos enfants et aux sociétés et aux générations futures, indiscutablement. Donc l'historien prendra du recul par rapport à ce changement climatique, mais dans le même temps, il considérera que c'est un horizon assez prometteur, mais à une condition, c'est qu'on replace ce changement climatique à l'échelle des sociétés locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une solution, il y a une multitude de solutions qui passent par quoi? Une forme de décentralisation de l'adaptation. Quand je dis décentralisation, c'est-à-dire décentralisation à l'échelle pratiquement de la communauté, de la province, et ainsi de suite. C'est seulement en tenant compte des réalités locales et de l'expérience locale, voire en leur montrant les erreurs qui ont pu être commises il y a 20 ans, 30 ans dans le cadre d'aménagement, que le message pourra passer et qu'on pourra véritablement appliquer des mesures concrètes.